Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1014 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 juin 2025. Cette émission vous est présentée cette semaine par Panajou, la maison de la photographie. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Édouard Salmon pour cette grande discussion au coin du feu. Alors avant qu'on se lance, Édouard, on va commencer par faire un petit point sur le volet législatif, puisqu'il va beaucoup Aïe. être question de prise de vue au drone. Exactement. En tant que télépilote professionnel, est-ce que tu peux nous synthétiser ou nous éclairer un peu les changements à venir sur ce sujet à l'horizon 2026 ? Alors oui, je peux tout à fait essayer de vous synthétiser tout ça. Comme tu l'as dit, on est à l'aube d'un changement qui a déjà été initié depuis 2 ans maintenant. En fait, on est sur une période de transition entre la législation française qu'on avait jusque-là et une législation européenne, donc qui s'est uniformisée. Euh, pour un professionnel, il n'y a pas tant de... En fait, les changements, ils sont à la fois simples, mais à la fois vastes. C'est-à-dire que pour un professionnel comme moi, au final, il n'y a pas énormément de changements, si ce n'est que je vais devoir repasser comme mon permis de conduire. C'est comme si aujourd'hui on me disait, Génial. ton permis, il n'existe plus, il faut le repasser. Bon, c'est, on va dire, une formalité. Maintenant, ça nécessite de se replonger un petit peu dans quelques notions théoriques d'aviation qui sont assez pointues. Donc voilà, il va faire un petit rafraîchissement, ne fait pas de mal. Après, en fait, on va avoir, de la manière en tout cas dont moi je l'interprète, la disparition d'une notion de loisir et de professionnel, Ok. comme on avait aujourd'hui en drone. On avait les télépilotes loisirs qui donc faisaient ça juste pour eux, ne pouvaient pas vendre leurs images ni même les données. C'était vraiment dans le cadre d'une utilisation privée. Mhm. Et les professionnels qui, eux, pouvaient du coup faire des demandes d'autorisation pour voler dans des endroits qui étaient interdits aux loisirs justement et qui pouvaient du coup commercialiser leurs prestations. Alors ça, c'est la version officielle. On sait bien que ça se passait pas toujours comme ça, mais en tout cas, cette idée-là va tendre à disparaître. Maintenant, on va avoir 2 catégories pour résumer. Une catégorie ouverte qui présente des risques faibles, c'est comme ça qu'ils le résument, et une catégorie spécifique avec des risques modérés. Et en fait, on va avoir dans la catégorie ouverte la possibilité, du coup, maintenant, de faire d'évoluer dans des endroits qu'un loisir n'aurait pas pu, un télépilote de loisir n'aurait pas pu évoluer avant. Il va y avoir l'introduction de la notion de sphère privée, c'est-à-dire que pour faire simple, si aujourd'hui tu es photographe de mariage et que tu veux faire des photos avec ton drone sur le domaine dans lequel se Mhm. passe le mariage, techniquement avant c'était pas possible. Même si tu étais dans la campagne, Même si tout le etc. monde le faisait. Exactement. En fait, c'est là que je vais venir. Pour moi, cette nouvelle législation, elle vient tendre à légaliser des pratiques qui n'étaient pas légales jusque-là. Donc en fait, maintenant, si cette zone-là, même si elle est en agglomération, mais que la zone est donc privée, que ta zone de vol est dans la sphère privée, donc dans le domaine par exemple, qu'elle n'empiète pas sur la voie publique, et que cette zone-là n'est sous l'emprise d'aucune autre restriction, donc pas de zone d'aéroport, pas de zone protégée, pas de zone militaire, etc. Donc ça reste quand même des scénarios assez Mhm. précis. Hein, c'est Mhm. pas... Mais en tout cas, maintenant, tu pourras le faire dans la catégorie open, tu pourras faire ta prestation de drone et tu seras dans la légalité. Donc, moi, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Il y a plein de gens qui hurlent en disant bah nous on était les pilotes pro, on a passé nos diplômes et maintenant des mecs qui sont pas télépilotes vont pouvoir en fait Bon, du venir coup, si ça facturer. s'ouvre d'un côté, j'imagine que ça se tend de l'autre. Bah, en fait, après le changement sur la catégorie spécifique, pour moi, en tant que pro, il n'y a pas vraiment de changement. C'est-à-dire que là, ça correspond à ce qu'on faisait avant en tant que professionnel. On a des scénarios de vol en agglomération ou hors agglomération. Les restrictions de hauteur, de distance restent grosso modo les mêmes. Ce qui va peut-être venir changer dans cette catégorie-là, c'est plutôt l'aspect matériel parce que il va falloir en tout cas, alors c'est encore un peu flou je trouve, mais sur des modèles de drones, je dirais à partir du Mavic, donc qui sont des drones que beaucoup de professionnels utilisent, installer des coupes-circuits et des parachutes. Euh, Ce qui pour moi est pas forcément une chose
malines, dans la pratique en tout cas. Mais du coup, voilà, il va falloir débourser peut-être plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour homologuer le matériel qu'on a déjà, pour continuer à faire des prestations qu'on faisait déjà. Donc c'est un des changements qui est un petit peu problématique, je dirais. Même si aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les constructeurs soient prêts sur ça et on n'a pas trop de nouvelles sur des kits qui seraient disponibles et sur quel type de drone, parce que cette catégorie spécifique, elle englobe tous les drones jusqu'à 25 kilos. Donc, est-ce que ça veut dire que sur un drone de la gamme mini qui fait 250 grammes, si on évolue en scénario spécifique, donc par exemple en agglomération, on devra mettre un parachute qui pèsera sûrement plus lourd que le drone lui-même. Donc voilà, à se demander si ça sert vraiment à quelque chose. Ou est-ce que ça va démarrer qu'à une certaine gamme de drones. Donc je parlais des Mavic, qui sont des drones aux alentours de 900 grammes, 1 kilo. Donc voilà, ça, on attend encore, je pense, des réponses. Mais pour ce qui est vraiment de la législation en tant que telle, pour moi, elle est un peu simplifiée. Et il y a, voilà, pour moi, le gros changement, c'est ce que je disais, c'est cette disparition de loisirs et pro, mais plutôt de catégorie ouverte, catégorie spécifique. Et la catégorie ouverte, tout le monde pourra y participer si on respecte les conditions qui sont clairement énoncées. Voilà. Et Edouard, puisque, comme on l'a dit au début de l'émission, c'est la première fois qu'on aborde vraiment cette problématique en profondeur. Là, on parle des changements qui vont intervenir à partir du 1er janvier 2026. D'ici là, il y a quand même des normes, il y a des notions de classe entre les différents matériels. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le plus, peut-être rapidement, clairement possible, pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, qui s'apprête à acheter son premier drone, en quoi ça consiste les classes CE pour les drones? Il y a d'anciennes catégories de drones, il y a ces drones marqués CE. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder? En fait, les classes de drones qui vont être de C0, C1, C2, C3, C4, C5, jusqu'à C6, elles correspondent au poids du drone, en fait. Donc, c'est la notion qui est la plus importante, je dirais. Et on va dire que plus le drone est léger, moins les contraintes seront élevées, notamment pour ce qui est de le vol à proximité des personnes. Puisque la notion de législation en drone revient toujours à la sécurité, hein, c'est toujours le maître mot, et c'est moi qui suis instructeur du coup pour les télépilotes, c'est le mot que j'emploie le plus. En fait, on a toujours cette notion de sécurité. Un drone qui vole en l'air, ça peut être potentiellement dangereux si on a un problème, soit une erreur de pilotage, soit une erreur, un souci avec le matériel. Et donc en fait, les classes de drones, on va avoir la classe C0 par exemple qui correspond aux drones qui pèsent moins de 250 grammes. Et donc typiquement la gamme des DJI Mini qui font 249 grammes. Et donc ils n'ont pas mis ce poids-là par hasard. Donc voilà, on entre dans la classe C0 qui va nous permettre en catégorie ouverte par exemple de pouvoir voler proche des gens. Quand je dis proche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de limite en termes de distance par rapport aux gens. Alors, quand je dis voler proche des gens, c'est pas voler au-dessus d'un rassemblement de personnes. Voilà, on est sur un concert ou quelque chose comme ça. C'est bien de mettre des précautions. Il y a des nuances là-dedans. Voilà, il y a beaucoup de nuances. On ne pourra pas voler au-dessus d'une foule dans un concert, même avec un mini de 250 grammes, puisqu'en fait, si c'est un rassemblement de personnes, ça correspond à un scénario spécifique finalement, et pas en catégorie ouverte. Mais on va dire que si on est sur une plage et qu'il y a 3-4 personnes sur la plage, normalement avec un mini, avec la catégorie ouverte de la législation européenne, on pourra voler au-dessus des gens. Ou à proximité en tout cas. On n'aura pas cette notion de il faut que je crée une zone d'exclusion dans laquelle aucune personne ne peut pénétrer pour que je puisse faire voler mon drone, qui est vraiment une des problématiques principales quand on évolue avec un drone, c'est cette gestion de la zone d'exclusion des tiers. Donc voilà, après on a la classe C1, donc avec les drones qui vont peser jusqu'à 900 grammes. Donc là, ça englobe les drones de la gamme DJI Air, donc R2, R2S, R3, R3S. Il y a même le Mavic 3 classique qui doit peser 895 grammes, quelque chose comme ça. Donc des fois, ça se joue à quelques grammes près, qui entrent dans cette catégorie. Et après, on passe sur la catégorie C2, où là, on est sur des drones au-dessus de 900 grammes, donc entre 900 grammes et 4 kilos. Et après, on évolue sur d'autres classes avec des drones jusqu'à 25 kilos. Là, on est sur des applications beaucoup plus
techniques, encadrées, donc qui ne nous intéressent pas forcément. Voilà. Donc en fait, pour une personne qui s'y connaît pas, et il va surtout falloir qu'il analyse. Il va évoluer en catégorie ouverte. On va dire que si la personne s'y connaît pas, c'est que c'est une personne qui veut faire ça en loisir. Mhm. Et loisir, quand je dis loisir, c'est une notion qui va disparaître, mais qui n'en fait pas une activité, en tout cas rémunérée. Ouais. Donc, il va évoluer en catégorie ouverte. Et donc, là, il faut qu'il regarde en fait les classes de poids de drone et qu'il se dise, est-ce que j'ai envie de me mettre cette contrainte de devoir respecter minimum 10 mètres par rapport à une personne sur un drone, sur un Mavic par exemple, ou est-ce que j'ai envie d'être un peu plus libre et de prendre un drone de la gamme Mini. Donc voilà, c'est vraiment ça le point principal, c'est le poids des drones. Et après, évidemment, il y a aussi l'aspect, on va dire, capacité photo et vidéo. Hein. C'est sûr que plus le drone est petit, en général, plus le capteur est petit et moins il est performant. On va en Donc, parler. il faut faire un compromis, C'est finalement, ça. entre tout ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Et ta propre pratique, on l'a évoqué dans ta bio, tu t'es démarqué dans le domaine de la prise de vue aérienne avec des photographies de sport ultra graphiques. Benoît Dujardin, directeur de Momentum Productions, se souvient de tes premières images, de tes premiers dessins aussi, dans l'univers du basket à Poitiers. Alors Edouard, je l'ai connu quand je travaillais pour le Poitiers Basket 86. C'était dans les années 2010 environ, peut-être un petit peu avant. Le club connaissait une ascension fulgurante. Il est monté de la 3e division jusqu'à la 1re division, donc le premier championnat professionnel en France. Et Edouard faisait partie des spectateurs. Et un jour, alors moi j'étais chargé de la com du club et j'étais assez ouvert à tout type d'idées. Et un jour, il est venu me voir en me disant: Salut, moi je fais des dessins. Regardez, j'ai fait ce dessin de Rashid Wright, qui était la star de l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi j'ai trouvé ça très, très joli. C'était donc pas du tout de la photo, c'était pas du tout du drone, c'était du dessin. Et c'était très joli et je lui ai proposé, s'il avait envie, qu'on fasse toute une série de dessins sur tous les joueurs et qu'on fasse même une expo. Ce qui a été au final, avec le recul maintenant, sa première expo et son premier contact avec le monde du sport, de haut niveau. Je crois que je suis un des premiers qui a acheté son livre en précommande, à la Fnac, hein, pour ne pas citer le magasin. Je suis très, très fan de ce qu'il fait. J'ai adoré voir qu'il a pu bénéficier, des contacts que je lui ai donnés dans le monde du sport pour travailler, sur des trucs notamment dans le basket, encore avec le club de Poitiers, hein, le PV86. Et pour être tout à fait honnête, je suis même client, d'Edouard pour ses prestations de drone, parce qu'il a vraiment un regard incroyable. Alors, il y a certaines prestas qui sont pas très glamour, c'est plutôt pour, faire des vues sur des chantiers quand, des villes, reconstituent des lieux autour d'une rivière, par exemple. Mais, surtout, je le fais travailler sur l'Urban Trail de Poitiers, qui est une grande course à Poitiers, qui regroupe 5 000 personnes sur la place centrale de Poitiers. Et Édouard, tous les ans, vient faire la photo, de famille, on va dire, avant le départ de cette course, avec son drone, avec toujours un regard très sympa sur les architectures. Et c'est un lieu vraiment spécial parce que c'est le centre de la ville de Poitiers, la grande place avec la mairie, qui est un vieux bâtiment, qui a été rénové, qui est très, très joli. Et Édouard a toujours le bon regard pour mettre à la fois tout ce public et tous ces 5 000 personnes qui sont prêtes à partir pour la course et le patrimoine, poitevin, pour mettre tout ça en valeur. Donc à chaque fois, je le fais bosser et le brief, c'est: «Écoute, fais ce que tu as envie» et en général, ça se passe très, très bien. Bon, c'est bien d'avoir des clients comme ça, non? Ouais, c'est super. Comme il l'a dit, hein, Benoît, c'est quelqu'un que je connais depuis presque une bonne quinzaine d'années. Et ce qu'on disait tout au début, moi j'ai toujours été passionné par l'image, mais la photo est arrivée finalement sur le tard. Et quand je dis passionné par l'image, c'est vrai que je faisais, étant jeune, ado, étudiant, je faisais beaucoup de graphisme, du dessin, je tournais des petits films avec des copains. Donc il y a toujours cette notion de visuel en tout cas. Et du coup, j'ai eu une grosse période dessin, portrait, etc. Quand j'étais étudiant. Et je suis tombé un petit peu amoureux du basket en même temps. Poitiers avait une équipe, comme il disait, qui était en train de monter de manière assez fulgurante. Et je suis allé avec un copain une fois voir un match. Tout de suite, j'ai été happé par l'ambiance qui était incroyable. Ce sport un peu à l'américaine, etc. C'était super. Et puis, ils avaient cette star, ce joueur américain, justement, qui était assez incroyable. Et donc, j'ai fait un portrait de lui. Et je suis allé l'amener à la fin d'un match, en fait. Je voulais l'offrir aux joueurs. Et donc, Benoît était là. Je ne le connaissais pas. Hein, et du coup, c'est lui qui a fait un peu le lien entre les deux. Et puis, de là est né une relation qui a commencé du coup autour du dessin. Et puis on s'est toujours suivi
de près ou de loin pendant toutes ces années. Il m'a toujours bien aidé à sa manière sur mes projets. Il m'a bien soutenu. Voilà. Et donc, ça me fait plaisir d'avoir son témoignage aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté, qui compte beaucoup en tout cas dans mon parcours. Et c'est quelqu'un dont j'admire aussi la carrière. Voilà. Il a su créer d'énormes des choses magnifiques, que ce soit autour du basket ou même autour de la production en général. Donc voilà, je suis très content de continuer à travailler avec lui de temps en temps comme ça. Dans la préface de ton livre, Le sport vu du ciel, le photographe Johan Terrazza écrit « Qui aurait eu l'idée de traiter le sport par le paysage ?» Comment ça t'est venu, l'idée de photographier le sport par le drone ? Alors, ça m'est venu un petit peu, encore une fois, par hasard, mais au final, c'est assez cohérent. Donc, j'ai démarré le drone, comme on disait, 2018, 2019. Et en fait, quand je me suis mis vraiment à la photo drone, j'ai essayé de travailler sur mon identité visuelle. Donc, j'ai tout de suite été fasciné par les images vraiment à la verticale, donc les top shots, les top down, comme on les appelle. Et donc, j'ai commencé à bosser là-dessus, sur ce type d'image, en jouant sur les ombres, sur la symétrie, sur les textures. Et moi, je suis originaire de Vendée, et du coup, j'ai ma famille qui est là-bas. Et à l'été 2019, j'ai accompagné mon beau-frère sur une session de surf. Très tôt le matin, à 6 ou 7 heures, quand le soleil se levait. Et donc, j'avais déjà l'habitude de venir faire des photos drone du bord de mer, mais jamais j'y avais jamais inclus un vrai sujet autre que le paysage. Et là, en fait, j'ai fait des photos de paysage, mais avec les surfeurs dedans. Et j'ai fait notamment la photo qui est la couverture du livre, où je suis à une hauteur de 50, 60 mètres, donc suffisamment haut pour voir un peu de paysage. On voit un peu de mer, on voit un peu de dune, on voit un peu de sable. Donc ça reste une photo paysage, mais il y a ce petit surfeur au milieu avec son ombre portée qui donne vraiment toute la dimension poétique à la photo. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, c'est des photos de surf qu'on n'a pas l'habitude de voir. On est en 2019 à ce moment-là, donc le drone n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, même si ça faisait déjà plusieurs années que ça existait, c'était pas aussi répandu. Et en tout cas, les photos surf, on n'avait pas l'habitude de voir ce type d'image-là. On voyait plutôt des photos prises depuis le sol au gros téléobjectif, des surfeurs dans les rouleaux. Et là, je me suis concentré sur les surfeurs, mais alors j'ai fait quelques photos sur la mer, mais aussi sur avant et après la session, parce qu'ils passent beaucoup de temps sur la plage à se préparer, à marcher, etc. C'était important de photographier ça. Et donc voilà, et donc quand j'ai vu cette image, j'ai dit tiens, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Et quelques semaines après, j'ai eu l'occasion, comme Benoît dans le témoignage juste avant l'avait dit, c'est de faire une collaboration avec le club de Poitiers qui était du coup en Pro A, donc la première division à ce moment-là. Ils avaient vu déjà mes images parce que ça faisait déjà un petit moment que je travaillais sur cette identité visuelle, etc. J'avais déjà partagé du coup ces quelques photos de surf. Et c'est un club qui a toujours essayé d'innover en termes de communication. Et c'est vrai que chaque début de saison, ils essayent de faire des séances photos pour mettre en valeur les joueurs et lancer la saison. Et là, ils se sont dit, bah, tiens, ce serait intéressant qu'on organise des séances photos où ils m'ont laissé en fait vraiment carte blanche avec les joueurs. On a fait plusieurs sessions sur plusieurs terrains différents, de couleurs différentes. Et toujours avec ce prisme à la verticale, en jouant sur les ombres, sur le mouvement, sur les lignes des terrains, etc. Et donc là, voilà, j'avais un deuxième sport. Je dis basket, surf, ça commence à être intéressant. Et on enchaîne. Et puis j'ai dû faire une ou deux photos de golf et d'équitation dans les semaines qu'on suivit. Mais attends, le surf, le basket, le golf, l'équitation, à quel point tu connais déjà bien ces sports pour les photographier? Tu les étudies, tu les pratiques ou tu y vas freestyle? Alors, je les étudie un petit peu, je les pratique pas, mais en fait, j'adore aussi depuis longtemps tout ce qui tourne autour du sport dans les médias, enfin tout ce qui est documentaire de sport, même regarder un match de foot à la télé ou un tournoi de tennis, etc. Même si je pratique pas ces sports-là, j'adore parce que j'adore voir l'image du sport. Et voilà, quand ils filment, qu'on voit les mouvements, les ralentis, des angles assez intéressants, ça me passionne. Donc du coup, j'ai toujours aimé ces photos de sport, les images de sport, etc. Donc c'était assez naturel pour moi d'essayer d'en faire. Donc non, je pratique pas tous ces sports-là, mais j'arrivais à analyser le potentiel visuel que ça pouvait avoir avec
avec le prisme de la photo aérienne que j'essayais d'apporter en fait. Donc voilà, en me disant est-ce qu'à la verticale ça va être esthétique? Est-ce que les ombres seront identifiables ou est-ce qu'au final ça colle pas? Il y a des sports qui, alors j'ai pas forcément d'exemple comme ça, mais il y a peut-être des sports où ça marcherait pas. C'est trop. La natation? Bah si, la natation, Si, ça ça marche marche bien. bien. Alors, il n'y a pas d'ombre, mais j'ai toute une série de photos de natation dans mon bouquin qui sont superbes parce que là, pour le coup, on a de la géométrie grâce aux lignes et aux couloirs de nage. On a des mouvements qui sont quand même très identifiables, très puissants. On a l'eau qui vole, etc., avec une belle lumière. Si, ça marche bien. Je dirais que ce qui marche peut-être moins bien, c'est des sports où plusieurs joueurs vont être un peu emmêlés les uns aux autres, par exemple, et du coup, on va pas vraiment distinguer les ombres ou les sportifs. Mais bon, jusque-là, à chaque fois que j'ai essayé, j'ai toujours trouvé que ça donnait bien. Mais si, la natation, ça colle pas mal. Après, voilà, cyclisme, aviron, football américain, baseball, tout ça, c'est des sports qui donnent bien. Et en fait, moi, j'essaie de trouver le potentiel esthétique du sport et de trouver aussi des terrains ou des endroits qui pouvaient avoir aussi un potentiel visuel intéressant. Et c'est pour ça qu'on parlait de paysage aussi. L'idée, c'était de montrer le sport, mais aussi tout ce qui l'entoure, de voir que le sport pouvait être intégré dans notre société, de voir qu'on avait des terrains de foot un peu partout, que des fois, on avait soit des terrains de sport qui étaient avec des couleurs atypiques, soit dans des lieux atypiques. Voilà. Et donc, de montrer aussi la nature et la variété des paysages que l'on a en France pour la pratique du sport, parce qu'on a de la chance à ce niveau-là. C'est hyper intéressant pour nous aussi parce que finalement, au fur et à mesure des saisons, au fil des émissions, on reçoit des profils très différents. Au cours de cette saison, on a eu le témoignage de Pauline Ballet, qui est une photographe de sport et qui montre au travers de ses images toute l'émotion avec des cadrages très serrés. On voit la sueur, on voit toute la difficulté éprouvée par les athlètes. Est-ce que toi, parfois, tu n'as pas cette envie, en tant que photographe, d'aller un peu plus au cœur? Donc, quelle est la hauteur minimale que tu t'autorises quand tu photographies en hauteur? Alors, j'essaye de varier, on va dire, c'est pas vraiment les focales parce que on peut pas vraiment changer de focale avec un drone, mais ce que j'appelle focale, c'est les hauteurs de vol finalement. Et j'essaye toujours de faire des photos à 5-6 mètres ce que je considère être des portraits finalement, Ah et oui, qui c'est vont peu, dis donc. être. C'est pas très haut, 5-6 mètres, c'est étonnant. Ah ben, en fait, quand je fais une session, j'essaie de me concentrer à la fois sur le sportif. Donc, je vais être à aller entre 5 et 10 mètres, où là, on va se concentrer vraiment sur le sportif lui-même, sur son geste, sur son mouvement. Après, je vais varier, je vais monter un petit peu entre les deux à 50, 60 mètres, où là, je vais du coup avoir une vision un peu plus globale, mais on va quand même distinguer le sportif, on va quand même distinguer le mouvement. Et après, je vais avoir des hauteurs jusqu'à 120 mètres quand je peux, donc qui est le maximum légal en France. Et il y a des fois, sur des prestations, enfin, sur des missions pour ce bouquin, je ne pouvais pas monter, j'avais des contraintes qui m'avaient été données par tour de contrôle ou des choses comme ça, où je ne pouvais pas monter aussi haut que ce que je pouvais, mais quand je peux, j'essaie de monter du coup aussi au max pour avoir plusieurs visions. Et il y a des fois, il y a des photos qui marchent, des fois des photos qui marchent pas, mais j'aime beaucoup me rapprocher. En fait, pour moi, le drone, ça veut pas dire être très très haut, hein. On peut être très proche, mais on va avoir un angle qu'on peut pas avoir de toute façon avec un autre outil. Et donc, voilà. Alors après, on est quand même toujours, même si on est à 5 mètres, on n'est pas au cœur de l'action. Et c'est vrai que quand je vois certaines images qui sont prises pendant des compétitions, des choses comme ça, je me dis, ah, c'est vrai que ça, c'est chouette aussi. Mais c'est deux choses différentes. Avec le drone, on peut pas être sur un match ou sur une compétition. C'est impossible légalement, c'est compliqué. Donc, c'est toujours des séances photo organisées. C'est mis en scène, en fait. C'est mis en scène, oui. En général, à chaque fois, je me greffais sur des entraînements. Donc les personnes étaient, tout le monde était au courant, tout le monde était OK, etc. Et donc je pouvais faire mes photos pendant l'entraînement. Et s'il me manquait des choses, j'avais les sportifs, on va dire, à ma dispo, et on faisait. Et voilà, je leur dis bon là, faites ci, faites ça, ou jouez tranquille. Je vais faire quelques images. Mais bon, ça se rapporte plus à une séance photo qu'à un reportage finalement. Oui, c'est ça, parce que tu es au niveau, en termes de contraintes, tu es au maximum. Donc, tu as déjà le sujet, le sportif. Ensuite, tu as la mise en scène de l'action que tu veux immortaliser. Tu as le moment de la journée pour pouvoir donner un peu de relief. Puis surtout, tu as le décor, puisque tu mêles sport et paysage. Comment tu fais pour trouver ces
ces paysages sportifs de ouf qu'on peut voir sur certaines de tes images où tu joues avec les lignes, des terrains, des machins, des trucs. Est-ce que le taf, c'est surtout de trouver ces spots-là ou de réussir à faire venir des sportifs à un endroit bien précis, à un moment donné, pour pouvoir réaliser ton travail? Bah, c'est un peu tout ça, ouais. Alors, je passe beaucoup de temps en repérage sur Google Earth et Google Maps pour essayer de trouver des lieux. Alors, il y a des fois, voilà, j'ai une occasion de photographier tel sport à tel endroit, donc je me dis, bon, bah, je vais regarder ce qu'il y a autour, comme ça je vais en profiter, peut-être que je vais trouver d'autres choses, etc. Donc, je passe beaucoup de temps à repérer, je vais essayer de trouver justement ces terrains un petit peu originaux, ces couleurs originales. Mais le vrai défi, en tout cas pour ce bouquin-là, c'était justement voilà, que les planètes soient alignées. C'est-à-dire que je trouve le bon endroit, que la météo soit OK, que les démarches administratives soient OK et que les sportifs soient dispo. Et donc, au final, ça a été un sacré Belle boulot. petite galère. Ouais, et il y a des fois où ça n'a pas pu se faire parce que tout n'était pas, toutes les conditions n'étaient pas réunies. Évidemment, en drone, on est tributaire de la météo. Donc forcément, s'il pleut, on vole pas. Et moi, j'étais même en plus dans une démarche artistique où je voulais des belles ombres, etc. Et donc, il me fallait du soleil. Et, et je me souviens, dans mon livre, j'ai toute une série de photos en football américain. Il y a une équipe à Poitiers. Et en fait, ils étaient OK pour la séance photo, etc. Et donc, c'était sur un match, là, cette fois-ci, mais un match qui n'était pas ouvert au public. Les deux équipes, les arbitres, tout le monde était OK. Donc, tout était calé, booké. Et c'était leur dernier match de la saison. Et après, moi, quelques semaines après, je devais rendre mes images pour le livre. Donc, je n'avais pas d'autres occasions de photographier du football américain que là. Et il a fait gris. Je n'avais pas de soleil. Donc, je n'avais pas d'ombre. Et au final, les photos marchent quand même très bien parce que justement les joueurs sont un peu entremêlés, donc je pense que les ombres ça aurait été fouillis au final, et il y a quand même des phases d'action qui sont assez intéressantes à photographier, mais là en l'occurrence voilà, j'avais un des éléments que je voulais qui n'était pas là, et donc j'ai quand même fait la séance, mais j'aurais pu aussi très bien dire non, ça colle pas avec ce que je veux, je fais pas. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conditions à réunir pour avoir en tout cas le produit fini que j'avais en tête. Et comment tu gères le brief avec les athlètes? Il y a des images dans ton livre comme par exemple de l'aviron, on voit des rames parfaitement synchronisées. Est-ce que dès le départ, tu leur dis, tiens, vous partez comme ça et vous essayez d'avoir la synchro?